Vous présenter cette webconférence. Donc, il s'agit donc de la dernière du cycle, hein. Il y a déjà eu 2 webconférences, celle consacrée au vieillissement et celle consacrée aux soins palliatifs. Et cette journée est donc, organisée dans le cadre de la Journée européenne de la musicothérapie et aussi pour la campagne de communication pour la réglementation du métier de musicothérapeute, voilà. Et cette conférence, elle fait écho à cette grande cause nationale 2025 qui est donc la santé mentale. Donc, voilà, en effet, dans ce domaine de la santé mentale, la musicothérapie, elle permet d'exprimer, ce qui ne peut pas toujours se dire, tout en mobilisant les ressources psychiques. Donc ce soir, vous découvrirez grâce à nos 3 intervenants comment cela se met en place dans la pratique clinique. Et ça, c'est quand même vraiment important de voir, dans le concret comment ça se passe, la prise en charge de ces patients en musicothérapie. Donc avant ça, je vais vous présenter notre, fédération avant la présentation des 3 intervenants. Donc c'est important pour nous de vous présenter notre association. Donc la FFM, donc la Fédération française des musicothérapeutes, c'est une association, nationale, qui est donc, faite pour, promouvoir qui agit pour la promotion et la reconnaissance de notre métier de musicothérapeute. La FFM, elle est membre de l'Union française pour la musicothérapie, l'UFM, et elle est adhérente aussi, à l'EMTC, qui est donc la Confédération européenne de la musicothérapie. Les missions de la FFM, ben, la FFM, elle s'engage à garantir des normes élevées de compétences et d'éthique dans la pratique de la musicothérapie. Et elle a d'ailleurs créé pour ça un registre, national qui regroupe tous les musicothérapeutes qui sont issus des organismes agréés par la FFM. Donc, tous les professionnels, de santé, les musicothérapeutes là sont soumis à un cahier des charges très strict. Donc, voilà, la FFM elle tend à, bien, heu, répertorier les musicothérapeutes qui sont vraiment bien formés. Voilà. Et elle vise à sensibiliser le public et les professionnels de santé aux bienfaits de la musicothérapie. Alors la FFM en chiffres, eh ben, on est quand même plus de 300 adhérents aujourd'hui actifs à la FFM. On est 600 adhérents au sein de l'UFM. Donc l'UFM, elle regroupe la FFM, la Fédération française des musicothérapeutes, la SFM, qui est la Société française de musicothérapie, et l'AFM, l'Association française de musicothérapie. On a 12 groupes régionaux, voilà, où on essaie de se regrouper plusieurs fois par an. Et la FFM est donc membre de l'EMTC, donc c'est la Confédération européenne là, de musicothérapie. Voilà. Alors les objectifs de la FFM, ben, c'est d'œuvrer à la reconnaissance et à la réglementation de la profession. Ça, c'est vraiment notre objectif premier. C'est aussi de fédérer entre les musicothérapeutes en France, d'assurer la défense et les intérêts des musicothérapeutes. C'est de collaborer avec les institutions de santé et les organismes gouvernementaux pour intégrer la musicothérapie dans les pratiques de soins. Et puis la fédération, c'est aussi, une belle caisse à outils pour les musicothérapeutes. Elle nous fournit quand même beaucoup de ressources et d'outils. Voilà. Donc, la structuration de la profession, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur le site de la FFM, toute notre structure, hein, c'est-à-dire le code de déontologie. On a un comité d'éthique aussi indépendant. On a un référentiel métier, un référentiel formation, un observatoire de la profession et une commission candidature. Voilà. Alors ce soir, je vais vous présenter donc nos intervenants et je vais commencer d'abord par vous présenter, Anne-Sophie Fontaine, qui va nous parler. Donc Anne-Sophie Fontaine, elle est diplômée du CIM, elle est installée en cabinet libéral dans les Yvelines. Elle intervient, aussi dans le cadre institutionnel, notamment en clinique psychiatrique et en EHPAD, auprès de structures spécialisées dans le domaine du handicap. Elle est également membre du comité d'administration de la FFM et formatrice en médiation musicale. Voilà, et elle exerce depuis 2018. Voilà. Et donc Anne-Sophie va nous parler,
du parcours d'une patiente, Christine, 58 ans, qui souffre de burn-out et qui est suivie en musicothérapie à l'hôpital de jour psychiatrique. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Anne-Sophie et je vais couper mon partage d'écran. Merci beaucoup Delphine. Bonsoir à tous. Ravie de pouvoir faire cette présentation auprès de vous. Je vais lancer mon partage d'écran. Hop. Et lancer le diaporama. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit? Super. Alors Delphine, je vais te laisser gérer du coup la salle d'attente. Je te remercie. Alors ce soir, j'avais envie d'illustrer l'usage de la musicothérapie dans le cadre de la santé mentale, dans un cas très précis qui est dans la prise en charge d'une patiente souffrant de burn-out. Alors, avant d'aller plus loin, j'avais envie de définir un petit peu avec vous ce qu'était le burn-out, donc un tout petit temps de terminologie. To burn out en anglais signifie s'épuiser, et dans to burn out, on retrouve le verbe to burn qui lui-même signifie brûler. On est donc face à quelque chose bien de violent. Le burn-out, on en entend beaucoup parler. L'OMS l'a défini comme un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Donc, on est bien sur une problématique qui trouve son origine au travail. Plus précisément, le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui est lié à une surcharge de travail qui elle-même est souvent combinée à un surinvestissement personnel. C'est un trouble psychique qui résulte d'un stress chronique dans le cadre du travail. Alors, et là j'insiste là-dessus, le burn-out, c'est pas juste de la fatigue. C'est vraiment une accumulation qui conduit à terme à un effondrement physique et psychique. Cela va toucher fréquemment des personnes qui sont très investies, qui sont consciencieuses, perfectionnistes, qui veulent bien faire. Et ces personnes, en fait, donnent beaucoup et souvent sans la reconnaissance adéquate en retour. On est vraiment sur l'idée de s'éteindre de l'intérieur. C'est un feu qui a consommé toutes les ressources et le feu, on ne le voit pas forcément venir. Le burn-out concerne aujourd'hui tous les secteurs socio-professionnels. Alors, comment se traduit-il ce burn-out? Alors, il y a toute une liste de manifestations physiques, de manifestations psychiques. Tous les symptômes ici développés ne se retrouvent pas forcément chez le même patient. Mais dans les manifestations physiques, on retrouve une fatigue permanente. On peut avoir affaire à des patients qui vous disent qu'ils sont incapables de sortir de leur lit. Ces patients peuvent souffrir de maux divers, comme des maux de dos, des maux de ventre, des migraines également, des insomnies, des infections fréquentes. Sur le revers des manifestations psychiques, on observe quasi tout le temps un vide émotionnel, une anédonie, qui est la perte du plaisir. On observe aussi de la dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'une personne qu'on a l'habitude de connaître, eh bien, on ne va plus la reconnaître, elle va devenir cynique, distante, elle va perdre son empathie naturelle, etc. On observe aussi sur le tableau clinique une perte d'estime, d'abord d'estime professionnelle dans un premier temps, je deviens nul au travail, à une perte d'estime tout court, je suis nul tout court. L'anxiété est également très présente, l'anxiété sous toutes ses formes dans le burn-out. On note aussi des tendances à l'isolement, des troubles de la concentration et de la mémoire, un grand sentiment de frustration et d'échec, des troubles alimentaires, quelquefois, voire de la toxicomanie, des toxicomanies. On est sur des tableaux de dépression avérés. Alors parfois, les signes physiques peuvent disparaître spontanément, mais attention, ce n'est pas pour autant un signe d'amélioration durable du burn-out. Donc, on a parfois des patients qui se sentent mieux sur le plan physique, qui retournent travailler et qui rechutent. À noter, les personnes souffrant de burn-out pendant de longues périodes semblent prédisposées à développer d'autres pathologies comme des maladies cardiovasculaires, des diabètes de type 2, du surpoids, de l'obésité. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on entendait de plus en plus parler de burn-out. Peut-on dire pour autant que le burn-out est un phénomène nouveau? Moi, j'aurais envie de dire que non. Mais par contre, il prend de plus en plus d'ampleur avec la numérisation, avec l'hypercompétitivité professionnelle, avec l'hyperconnectivité aussi, qui fait que bien, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle s'efface de plus en plus.
Alors, je ne vais pas évoquer ici les causes et la prévention, bien qu'il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Mais après avoir pris ce petit temps avec vous pour définir ensemble ce qu'était le burn-out et de quoi on parlait, bien, je vous propose d'aller à la rencontre de Christine et de voir comment la musicothérapie s'inscrit dans la prise en charge de cette pathologie. Je vais vous présenter brièvement Christine. Donc, Christine a la cinquantaine, elle vit seule. C'est la maman de 2 grands-enfants. Christine est autonome. Elle conduit, elle fait ses courses et elle est chef de projet. À noter que Christine n'est pas musicienne. Ça aura son intérêt dans la prise en charge en musicothérapie. Sur l'historique de la maladie, donc le burn-out s'est déclaré en 2017, puis on a observé plusieurs phases. Tout d'abord, une première hospitalisation en hôpital de jour psychiatrique entre 2017 et 2018. Après une prise en charge de 10 mois, Christine retourne au travail en mi-temps thérapeutique. Elle nous dira par la suite que cette reprise de travail a été compliquée, suite notamment aux changements fréquents de planning imposés par sa hiérarchie. Christine rechute en 2020. Donc en 2020, souvenez-vous, nous sommes en pleine période de Covid, confinement. Et la patiente formalise alors son souhait de soutien de l'hôpital de jour en expliquant que sa première hospitalisation l'avait aidée. Donc surgit alors s'ensuit la deuxième hospitalisation, donc au printemps 2021. Donc on est toujours en hôpital de jour psychiatrique au motif principal de dépression et d'anxiété. OK. Alors Anne-Sophie, n'arrive plus du tout à se connecter. Elle a un gros bug, de son ordinateur, donc elle va tout couper, tout éteindre et puis relancer. Donc du coup, Elisa, si ça te dérange pas, je Pas vais de vous souci. présenter Elisa. Donc Elisa Lafont, qui est musicothérapeute clinicienne, diplômée de l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle intervient, elle, depuis 2019 en psychiatrie adulte et infantile, et elle mène une recherche hospitalière sur la musicothérapie auprès des patients psychotiques. Voilà. Et Elisa, elle va nous parler elle va répondre à la question comment appréhender le délire d'un patient psychotique en séance de musicothérapie. Voilà. Merci à toi, Elisa. Oui, merci. C'est bon, vous m'entendez bien là? Oui, on t'entend bien. Alors et est-ce Ouais, ton que, écran. vous voyez mon partage d'écran? Oui. OK, super. Alors bon, bah, changement de décor, un peu rapide. Moi, je vais vous parler d'un patient, qui est, je vais appeler, Bernard, qui est un nom d'emprunt, bien sûr. C'est un patient qui souffre de schizophrénie paranoïde. Alors, je me suis rendu compte là, en écoutant le début de la première présentation que, je l'avais, oublié de présenter en fait, enfin, j'avais fait comme si tout le monde connaissait déjà la schizophrénie. Donc je vais quand même si c'est pas écrit sur le PowerPoint, je vais vous rappeler enfin, je vais, vous partager, une, courte, définition de la schizophrénie. Donc le spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques sont définis par des anomalies dans au moins un des 5 domaines suivants: idées délirantes, hallucinations, donc c'est ce qu'on appelle, les symptômes positifs, même si c'est pas très positif, mais c'est des symptômes en plus. Heu, Pensée désorganisée, comportement moteur grossièrement désorganisé ou anormal et des symptômes négatifs. Là, ça c'est, notamment la diminution de l'expression émotionnelle, de la motivation, de la capacité à ressentir du plaisir, une diminution du discours et de l'associabilité. Donc mon cadre de travail, dans là, ce qui va concerner ce cas que je vais vous présenter, donc je travaille, dans cet hôpital de jour. Donc c'est un hôpital de jour pour, adultes dans lequel je vais, une demi-journée par semaine, toutes les semaines. J'ai des séances individuelles et des séances de groupe. Pour les séances de groupe, il y a à chaque fois une infirmière qui est présente. Et donc j'ai des temps d'échange, après, chaque séance avec, l'infirmière et le reste de l'équipe et des réunions avec toute l'équipe 1 à 2 fois par an. Et normalement, les patients qui composent, les groupes, et les séances individuelles aussi, sont des patients de l'hôpital de jour. Sauf exception, et on va voir que là, il y a eu justement une exception. Donc, je vous présente, Bernard, qui est un homme de 43 ans, qui a donc un diagnostic de schizophrénie paranoïde.
et qui est suivi à l'hôpital de jour depuis de nombreuses années, entrecoupé d'hospitalisation complète. Donc, c'est-à-dire que quand il est dans un état stabilisé, il vit seul à son domicile et il vient plusieurs demi-journées par semaine en hôpital de jour. Et quand il est en période de décompensation, eh bien, il va faire des séjours en hospitalisation complète. Et donc, c'est ce qui va arriver là, dans cette situation qu'on va voir. Donc, quand je rencontre Bernard, je vois qu'il a de bonnes capacités cognitives et sociales, qu'il fait attention à son apparence physique, il est sympathique avec tout le monde, il exprime une grande sensibilité dans son jeu musical et de la finesse dans ses analyses, il a une vaste culture musicale, il pratique la guitare seul et avec des amis. Mais aussi, il a des difficultés à parler de ce qu'il ressent, a un grand niveau d'anxiété et beaucoup d'auto-jugement et un besoin de contrôle dans son jeu. Donc, les objectifs thérapeutiques qui vont être mis en place pour ce patient, ça va être l'apaisement psychique, le soutien de l'estime de soi et l'élaboration des émotions. Donc, c'est des objectifs thérapeutiques qui sont validés en équipe. Et Bernard va faire partie d'un groupe de 5 patients. Donc, je vais voir une fois par semaine. Donc, il va y avoir 3 phases dans l'évolution du travail avec Bernard. La première, elle dure les 10 premiers mois, donc il y a 24 séances, pendant laquelle donc, Bernard a une grande assiduité, de l'enthousiasme, et je constate vraiment des progrès sur les objectifs thérapeutiques qui sont visés. Donc, je ne vais pas développer cette phase-là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. La deuxième phase, donc c'est sur 5 mois, les 5 mois suivants, donc 9 séances avec une hospitalisation courte à la fin. Donc pendant cette phase, il y a beaucoup d'absences et un déclin de l'état de Bernard et de sa participation pendant les séances. Et la troisième phase, qui va durer 8 mois, il va y avoir seulement 4 séances. Donc dans cette phase, je vois vraiment l'état physique et psychique de Bernard très dégradé et une participation difficile en séance, mais bénéfique selon moi. Donc pour développer un petit peu la deuxième et la troisième phase, puisque c'est vraiment à partir de ça que je vais développer ensuite l'analyse là que je voudrais vous présenter ce soir. Donc dans la deuxième phase, je parlais d'une dégradation de son état psychique, donc constatée par toute l'équipe. Bernard parle de plus en plus du mal-être qu'il ressent chez lui. Donc les angoisses, persécutions, bouffées délirantes, le moral dans les chaussettes. Et c'est une période pendant laquelle il va vivre plusieurs deuils. Donc, à propos de ces deuils, il va dire qu'il vivre de la colère, puis de la tristesse, puis plus rien. Et en séance, sa participation change. Il y a donc de plus en plus d'absence et un retour en force des mécanismes qu'il y avait au début d'auto-dévalorisation, de contrôle et de participation plus effacée. Donc, j'observe toujours les bienfaits sur son état pendant les séances. Il a l'air plus apaisé, surtout après les improvisations musicales. Et il vit toujours des moments de joie et exprime un mieux-être. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est que la musicothérapie est comme un médicament pour lui, que les séances l'aident à tenir, éloignent les problèmes, l'aident à désamorcer et qu'il se sent parfois transformé en sortant. Mais aussi, et donc c'est là que s'opère un glissement sémantique qui va complexifier la situation, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de biais d'interprétation dans la façon dont il vit les bienfaits qu'il ressent en séance. Donc, il va interpréter au travers de ses croyances ésotériques et potentiellement délirantes. Donc, il va dire qu'il s'est senti exorcisé, qu'il a été chamanisé, qu'il fait des voyages astraux, qu'il a vécu un nettoyage énergétique. Et là, je commence à constater une évolution de son discours par rapport au début à la première phase. Donc, j'en parle en équipe et l'ergothérapeute interprète ça comme le fait que la musicothérapie alimente son délire. Donc, elle est plutôt défavorable à ce moment-là à ce que la prise en charge continue. Mais l'infirmière qui accompagne mes séances, moi-même et la psychologue de l'équipe,
on pense que ce n'est pas des signes inquiétants par rapport à tout ce qui se passe à côté. Et voilà, que ce ne sont pas des signes inquiétants, donc la prescription de la psychiatre est maintenue. Et donc, dans la 3e phase, il y a d'abord une hospitalisation de 3 semaines, une hospitalisation qui est dite préventive par l'équipe, puisqu'on sentait que Bernard allait de plus en plus mal. Donc, après cette hospitalisation de 3 semaines, Bernard revient en musicothérapie 2 fois. Et là, je peux constater une grande perte de poids, une grande fatigue et un état très délirant. Il a des rires immotivés, des propos délirants, il parle de drones au-dessus de nous. Totalement inapproprié par rapport aux questions. Donc les seuls moments de reconnexion qu'il va avoir avec la réalité, c'est pendant une improvisation musicale, où il arrive vraiment à interagir avec moi, et après cette improvisation, où c'est la seule fois où il verbalise son état avec lucidité. Donc ensuite, il retourne en hospitalisation longue, donc arrêt de la musicothérapie à nouveau. Et plusieurs mois après, peut-être 6 ou 7 mois après, donc c'est une hospitalisation longue, hein, il va revenir en séance malgré son hospitalisation qui continue. Donc ça, c'est un cas un peu exceptionnel parce que normalement, je vois que des personnes qui sont à l'hôpital de jour. Donc il va revenir et il faut savoir que moi, je ne suis pas au courant en fait de cette décision qu'il revienne en musicothérapie. Donc je vais apprendre le matin même qu'il va venir à la séance. Il va venir 2 semaines consécutives et ensuite, l'équipe d'hospitalisation va décider l'arrêt de la musicothérapie. Et donc là aussi, je suis pas, il n'y a pas de communication avec moi. Donc voilà. C'est quand même un élément important pour comprendre tout ça. Donc moi, qu'est-ce que je vais observer pendant ces 2 séances où il revient? Donc j'observe à nouveau une grande fatigue physique et psychique, mais Bernard parvient à être présent et participatif. Il fait beaucoup d'efforts pour les exercices corporels, il se sent comme un légume à cause des médicaments. Malgré une déconnexion flagrante avec la réalité, il arrive à interagir avec attention avec les autres pendant les improvisations musicales. Et il exprime un mieux-être moral. Il parle du nuage noir au-dessus de sa tête qui s'est dissipé pendant la séance. Et il dit aussi, entre les 2 séances, s'être remis à la guitare. Il a des propos délirants, surtout lors de la première séance, mais leur fréquence diminue pendant les séances. Et les propos les plus cohérents se produisent après les improvisations musicales. Voilà un petit peu la description des choses. Donc là, il va y avoir l'arrêt de la prise en charge, donc décidé par l'équipe d'hospitalisation. Et donc cet arrêt va être motivé par le fait que le patient a dit en sortant des séances « C'était super, Elisa nous a chamanisés. Et en jouant, j'ai senti mon corps se mélanger aux autres corps. » Donc la conclusion de l'équipe, ça a été... alors la psychologue a dit qu'il est sorti totalement désorganisé psychiquement et que les séances augmentent ses angoisses de morcellement. Donc après vérification, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait aucun autre signe que ces 2 phrases. Donc moi, j'ai été en désaccord avec cet arrêt et surtout sur la manière dont ça avait été fait sans être discuté. Et donc depuis, j'ai beaucoup réfléchi sur ce cas qui, je pense, est très intéressant en fait pour le travail avec les patients psychotiques. Donc j'ai analysé cette situation en supervision, en intervision et avec des recherches. Et j'ai pu mieux comprendre mon désaccord avec cette décision d'arrêt. Et donc, je vais vous présenter les 3 grandes problématiques soulevées, entre autres, parce qu'il doit y en avoir plus. Donc, la première, c'est l'importance de se questionner sur les signes délirants chez un patient psychotique. La deuxième, c'est la mise en balance de tous les effets observés. Et la troisième, c'est l'importance de bien comprendre la musicothérapie et ses mécanismes. Donc, se questionner sur les signes délirants chez un patient psychotique.
Donc, on voit, l'observation, c'est qu'il y a en effet un glissement dans l'interprétation des bienfaits que ressent Bernard en séance et dans la façon dont il me voit. Puisque au début, il parle du fait qu'il aille mieux grâce aux effets thérapeutiques. Et ensuite, il parle de nettoyage énergétique, de voyage astro. Et puis, au début, il disait Elisa, elle sait. Et ensuite, il dit Elisa nous a chamanisés. Alors, comment interpréter ces propos potentiellement délirants, hein, ça c'est clair. Alors, on peut le voir comme un signe d'aggravation du délire. C'est ce que l'équipe de l'hospitalisation a fait et qui a entraîné l'arrêt de la prise en charge rapide. Et une autre analyse possible, c'est que le patient parle des effets bénéfiques au travers de ses croyances et que c'est une façon de symboliser pour lui et de se rassurer. Et donc, c'est le signe à la fois qu'il y a du mieux-être en séance, mais aussi qu'effectivement, son état général s'est dégradé. Donc, dans ce cas, il n'y a pas forcément lieu d'arrêter la prise en charge. Et en tout cas, il convient d'en discuter, quoi. Alors, que nous apporte la littérature sur la question? Donc, j'ai pris des citations d'un article de Sophie Barthélémy et Ariane Bileran, donc qui s'appelle « Le délire entre société et pratique soignante », qui est l'introduction du numéro spécial sur le délire de la revue Santé mentale. Alors, le premier point, la première citation, c'est sur la question de se questionner, justement, sur le délire. Elles nous disent « Aller à la rencontre du patient délirant implique de penser la dimension signifiante et symbolique de la relation délirante. Le délire n'est en rien une construction hasardeuse, mais est porteuse de sens. » Donc, par exemple, quand il dit « j'ai senti mon corps se mêler aux autres corps », qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? Donc ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ensuite, le délire comme façon de symboliser son vécu. Donc c'était un peu comme ça qu'on l'avait déjà pris avec la psychologue de l'hôpital de jour. Force est de constater que les sujets délirants perçoivent quelque chose de la réalité, mais la réintègrent souvent dans un autre ordre signifiant. Le retentissement émotionnel de l'expérience s'inscrit aussi dans le délire. Le sujet peut avoir du mal à donner sens à certaines expériences affectives, l'affect étant alors interprété de manière délirante. Et la troisième citation, donc, c'est sur la différence entre alimenter le délire et être pris dans le délire. L'expérience clinique montre que le soignant peut être intégré dans le monde délirant du patient, parfois de façon idéalisée ou de manière persécutive. Freud parle de délire de transfert. Le soignant est investi narcissiquement, devenant le lieu de dépôt de l'idée délirante. Donc là, on peut voir que c'est ce qui s'est passé avec moi. Mais pas de manière persécutive, plutôt de manière idéalisée. Voilà des éléments pour se questionner sur le sens du délire. Ensuite, le deuxième point, c'est la mise en balance de tous les effets observés. Donc, admettons que peut-être que les séances augmentaient ces propos délirants. Est-ce que ça vaut quand même le coup de continuer ou pas la prise en charge au regard des autres impacts? Donc là, en l'occurrence, on peut voir qu'il y avait un grand impact sur les symptômes négatifs du patient. Donc, c'est-à-dire que ça augmentait ses interactions avec les autres. Il disait que ça dissipait le nuage noir au-dessus de sa tête, donc ça venait jouer sur son moral, et qu'il s'était remis à la guitare. Et donc ça, c'est vraiment des aspects non négligeables quand on sait que en fait, c'est un patient qui, depuis qu'il était hospitalisé, sa longue hospitalisation, il avait vraiment des idées noires et suicidaires très présentes. Et d'autre part, il y a la reconnexion à la réalité pendant la séance, que j'avais pu observer à chaque fois avec les improvisations. Et suite aux improvisations. Et donc, là, ça va à l'encontre de l'idée d'un accroissement de la désorganisation psychique. Voilà, donc évidemment, pour pouvoir avoir une confrontation clinique sur des cas un peu complexes comme ça, il faut avoir des espaces d'échange. Et le troisième et dernier point, c'est bien comprendre la musicothérapie et ses mécanismes. Donc, bien comprendre que le but de la musicothérapie n'est pas le plaisir et le divertissement. Donc, il ne faut pas attendre de la musicothérapie, comme de n'importe quelle thérapie,
qu'il y ait uniquement des bénéfices agréables et immédiats. Donc certes, l'objectif, c'est d'améliorer l'état psychique. Il peut bien sûr y avoir des contre-indications, mais en tout cas, ça peut passer par des phases plus délicates qui doivent être bien accompagnées et par toute l'équipe. Ensuite, il y a le cadre sécurisant. Donc bien comprendre que c'est ce cadre sécurisant qui permet de vivre des expériences personnelles fortes, justement susceptibles de remettre dans un processus de symbolisation une dynamique de changement. Du coup, par rapport à ça, je vais reprendre la phrase du patient, j'ai senti mon corps se mélanger aux autres corps. Cette phrase, il faut bien comprendre que si l'infirmière et moi-même, on n'a pas été pour cet arrêt, c'est qu'on voyait bien en séance que le patient était apaisé. Alors, comment expliquer en fait cet apaisement plutôt que comme l'accroissement d'une angoisse de morcellement? Donc là-dedans, il y a au moins 2 points qu'on peut relever, c'est l'expérience archaïque du sentiment océanique. Donc là, je vais citer mon superviseur, Louis Ruiz, donc qui est docteur en psychologie, mince, je ne vois pas ma diapo entière, membre du 4e groupe psychanalyste, voilà. Donc, qui dit la musicothérapie est un outil de travail propice pour s'engouffrer dans des zones indifférenciées, très archaïques, où les corps et les sensations peuvent se mélanger. Voilà, donc moi je fais le lien avec le sentiment océanique et voilà, qui peut être vraiment vécu avec le son, avec le fait que les sons physiquement en fait peuvent venir à la fois rentrer en fait dans l'enveloppe psychique et à la fois permettre de la différencier également. Donc, et le deuxième point très important, c'est l'accompagnement dans cette expérience. Donc, encore mon superviseur qui dit « L'expérience de sensations indifférenciées de manière encadrée et accompagnée peut donner lieu à une élaboration. » Et donc, c'est probablement pour ça que ce n'était pas de l'angoisse qui était générée, mais au contraire de l'apaisement. C'est que c'était dans un cadre sécurisé avec une alliance thérapeutique forte. Et voilà, sachant que ça faisait déjà un peu plus d'1 an que je le suivais et qu'il était en confiance dans ce groupe. Et le dernier point sur cette 3e problématique de bien comprendre la musicothérapie, c'est le rôle du thérapeute. Donc là, je vais citer à nouveau les personnes que j'ai citées tout à l'heure dans l'article sur le délire. Donc elles disent, bien entendu, le soignant n'est pas là pour porter un jugement d'existence sur les éléments délirants du patient, mais pour le contenir et l'écouter. Et devenir médiateur entre le monde délirant du patient et le monde externe. La thérapie a alors pour objectif de rétablir un sentiment suffisant de continuité intérieure. Voilà, donc ça aurait pu être le nouvel objectif thérapeutique, sachant que ce patient était devenu très délirant. Après, on aurait pu se poser la question de si c'était pertinent de continuer en groupe, parce que ça mettait quand même à mal le groupe de le voir dans cet état. Mais voilà. Donc, en conclusion, voilà, c'est un cas qui, je trouve, illustre bien la complexité du travail avec les patients psychotiques, donc lié à la multiplicité et à la complexité des troubles que recouvre le spectre de la schizophrénie, qui illustre aussi l'importance d'une bonne compréhension de ce qu'est la musicothérapie au sein des équipes et bien sûr de l'existence d'espaces d'échange clinique, et qui nous fait réfléchir sur cette notion complexe qu'est le délire. Donc pas seulement comme un symptôme qu'il convient de supprimer en supprimant les espaces qui peuvent l'accueillir, mais au contraire en lui donnant une place pour être exprimé, encadré, pensé et élaboré. Voilà, merci pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop spécifique parce que je sais que c'est une conférence tout public. Et voilà, il y aura peut-être des questions à la fin. Bravo Elisa, non, c'était très bien. Alors pour les questions, pour l'intervention d'Elisa, là, on fera tout à la fin, les questions, si ça ne vous dérange pas. Parce que je vois qu'il y a une question dans le chat, on fera voilà, merci beaucoup. Donc je n'ai pas de nouvelles d'Anne-Sophie, j'espère que Si, je suis bien là, Delphine.
J'ai assisté à la fin. Merci. Super. Bon. Et Delphine, excuse-moi, est-ce que Oui. je peux dire juste un petit mot sur s'il y a des musicothérapeutes qui travaillent avec des patients psychotiques? Je fais actuellement une recherche dans le cadre de l'hôpital où je travaille et je vais avoir un questionnaire à faire passer et même éventuellement des entretiens aussi avec des musicothérapeutes qui seraient intéressés. Donc, si jamais, voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, je vais le diffuser. Mais n'hésitez pas à, peut-être je peux mettre mon contact dans le chat, mon mail, Delphine. Oui, bien Je vais sûr. mettre mon mail dans le chat et n'hésitez pas à le prendre et à venir vers moi pour cette recherche. Merci. Merci à toi, Elisa. Et ben, du coup, je suis ravie, Anne-Sophie, que tu sois de retour. Moi aussi, avec toutes mes excuses pour ce problème technique. Ben, Ah. c'est pas ta faute, hein, il n'y a pas de souci. Donc, juste pour resituer, parce qu'il y en a qui sont certainement arrivés entre-temps. Donc, Anne-Sophie est musicothérapeute dans les Yvelines et elle nous parlait d'une patiente, Christine, 58 ans, qui souffre d'un burn-out. Voilà, je resitue juste et Voilà. je laisse la parole à Anne-Sophie. Voilà. Est-ce que, alors là, je vois, c'est ton Oui, je écran. Ouais, pardon. crois que tu n'as pas. Mmh. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais essayer de repartager mon écran et si ça marche pas, ben, c'est pas grave. On va, hein, on fera comme ça. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup à vous pour. Hop là. Je retente. Je retente. Je ne vous vois plus du tout. Alors, je vous avais présenté ce qu'était le burn-out. Je vous avais présenté un petit peu l'histoire je sais, le portrait de Christine, en fait, et un petit peu son histoire, l'histoire de sa maladie. Et j'en étais arrivée aux symptômes, en fait, que Christine présentait à son examen psychiatrique d'entrée. Je suis sur cette diapo-là. Je ne sais pas si c'est celle que vous voyez. Les symptômes à l'examen psychiatrique d'entrée. Oui, c'est ça. Eh bien, très bien, on va reprendre là. Donc, Christine, patiente qui est suivie en hôpital de jour pour un burn-out en 2017. Alors, lorsqu'on la reçoit après sa deuxième hospitalisation à son examen psychiatrique d'entrée, Christine présente des symptômes de la dépression qui se caractérisent par une tristesse de l'humeur, un ralentissement psychomoteur et une tendance à l'isolement. Elle présente également des angoisses diffuses, une représentation négative de soi. Son discours est par ailleurs cohérent, Christine est de bon contact et présente une bonne organisation de la pensée. Il n'y a pas de délire, pas de confusion mentale, pas d'addiction, pas de risque suicidaire. Sur le plan médical, elle présente une bradycardie, une hypothyroïdie. Il n'y a pas d'antécédents familiaux, psychiatriques et médicaux. Le projet thérapeutique qui sera proposé par l'équipe pluridisciplinaire va donc viser à travailler sur la dépression récurrente et les troubles anxieux. Et c'est dans ce cadre que va être prescrit une prise en charge en musicothérapie à raison d'une séance de groupe fermé. Donc, un groupe fermé, c'est un groupe de, en l'occurrence ici, 8 personnes qui sont toujours les mêmes, à raison de 2 heures toutes les semaines. Je tente la diapo d'après. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, c'est formidable. Les objectifs thérapeutiques envisagés pour Christine. Alors oui, juste pour passage, parce que vous ne l'avez pas vu sur la diapo précédente, Christine, évidemment, le prénom a été modifié. Hein. Voilà. Donc, les objectifs thérapeutiques envisagés dans la prise en charge de Christine vont être de stabiliser, voire de diminuer les symptômes dépressifs et anxieux, d'améliorer la confiance en soi et la prise d'initiative, d'améliorer l'estime de soi, de créer du lien social et de remotiver. Pour ce faire, je vais proposer des dispositifs de musicothérapie qui vont être variés, établis en lien avec les objectifs thérapeutiques que je viens de vous présenter, et aussi, ça c'est très important, en fonction de l'état émotionnel de la patiente à l'instant T. Donc, à chaque séance. Ces dispositifs vont s'appuyer sur des méthodes actives, donc l'utilisation des instruments de la voix et de l'environnement sonore dans lequel nous nous trouvons, et des dispositifs réceptifs, donc des écoutes musicales qui vont être adaptées et réajustées. Ces dispositifs vont s'appuyer sur la dynamique de groupe, puisque nous travaillons effectivement en groupe.
Si je reprends par exemple un objectif thérapeutique de restauration de la confiance en soi, eh bien on va s'appuyer par exemple sur des jeux actifs. Déjà, rien que le fait de jouer un instrument de musique pour une patiente qui présente un burn-out, donc une dépression et un manque de confiance en elle, ben, ça va être un véritable défi et ça va travailler sur quelle est la place qu'elle peut prendre dans le groupe, comment peut-elle se faire entendre, quel soutien elle devient pour l'autre. Voilà, il y a une belle déclinaison d'approche de jeu actif pour travailler cet objectif de reprise de confiance en elle. Pour travailler la prise d'initiative, le j'ose, je vais proposer des jeux actifs, par exemple, où je vais inviter les participants à entrer progressivement dans le jeu de groupe, mais au moment où eux-mêmes vont le décider. Je vais également les inviter à proposer une musique, une chanson qu'ils ont envie de partager avec le groupe. Et je vais les inviter, par exemple, à explorer l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors, j'ai la chance de travailler dans une grande salle qui sert aussi pour mes collègues ergothérapeutes et art-thérapeutes. Donc, il y a plein de choses dans cette salle. Et donc, je vais inviter les patients, Christine, donc, à explorer cet environnement pour proposer, chercher des nouvelles sonorités avec les objets qu'ils pourraient trouver. Pour travailler l'estime de soi, eh bien, le jeu actif, je vais proposer un jeu actif de groupe où je vais enregistrer avec l'accord de tous les patients, bien sûr, l'enregistrement audio, notre improvisation, et ensuite on va l'écouter. Et ça, c'est très important parce que souvent, Christine me dit ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et en fait, quand on écoute l'audio, ah, c'est pas si mal. Et pour travailler l'estime de soi, ça fait sens. L'estime de soi va être également travaillée durant les temps de verbalisation. Là, c'est comment Christine va pouvoir entendre le retour des autres sur son propre positionnement ou sur la musique qu'elle a pu proposer au groupe. Par exemple, d'entendre dire par un autre patient, tu as été un véritable soutien pour moi dans ce jeu-là parce que j'ai écouté ton instrument et je t'ai suivi. Ou encore d'entendre, ah, la musique que tu as proposée, eh bien, elle m'a fait du bien aujourd'hui. Ça aussi, ça participe au travail de l'estime de soi. Pour travailler l'objectif de création du lien, le jeu ensemble me paraît effectivement assez évident parce que quand on joue ensemble, on se regarde, on sourit, il y a des échanges. Et les temps de verbalisation, par définition, créent aussi du lien puisqu'on échange sur ce qui vient de se passer. Pour travailler la remotivation, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, proposer des musiques, des chansons, des soutiens musicaux adaptés à l'état émotionnel du moment pour que les patients puissent jouer avec la musique. Le soutien musical naturel du groupe constitue aussi un élément de remotivation, de même que moi, mon soutien en tant que musicothérapeute, car évidemment, je joue avec les patients. Pour travailler la remotivation également, un exercice intéressant va être de mettre du mouvement, mettre le corps en mouvement. Donc, je vais par exemple proposer aux patients de bouger en même temps qu'ils jouent. Donc un jeu en marchant par exemple. Donc là, on travaille sur des aspects précis des symptômes de la dépression et des troubles anxieux. Pour compléter cette approche, je peux ici proposer des dispositifs où je vais inviter les patients à exprimer à travers un instrument de musique l'état émotionnel dans lequel ils se trouvent. Donc non verbal, juste avec un instrument de musique, ou leur proposer de choisir une musique et de la faire partager au groupe, mais de choisir une musique qui reflète leur état affectif du jour. Je peux moi aussi, de mon côté, proposer des temps d'écoute musicale durant lesquels je vais inviter les patients à laisser venir les images qui viennent. Ce peut être des images très positives de lâcher prise, de souvenirs agréables, voire de relaxation. Ça peut être aussi des images, moins agréables. Si c'est le cas, bien sûr, durant les temps de verbalisation, on va dénouer ce qui s'est passé. Je vais pouvoir prendre un petit temps avec eux à la fin de la séance si besoin, voire les orienter vers la psychologue de l'établissement si ce temps dépasse le cadre du travail de groupe. Alors voilà quelques petits exemples de dispositifs que je peux mettre en œuvre pour travailler les objectifs thérapeutiques qui ont été définis pour Christine. Alors, comment se déroule une séance? Eh bien, je vais vous dire qu'il n'y a pas de séance type. Elle va être adaptée en fonction de ce qui vient. Mais il y a quand même des points qui vont être, eux, précadrants. À savoir, le premier, c'est le rappel des règles de respect, respect de soi, des autres, du matériel.
Respect de liberté aussi, rappeler aux patients que s'ils ne sont pas faire un exercice à travers un dispositif, ben, ils ne sont pas obligés de le faire. Rappel des règles de confidentialité, tout ce qui est verbalisé dans le groupe reste dans le groupe. Et bien sûr, des règles de non-jugement et de bienveillance. Ma première question lorsque je vais accueillir les patients, bah, ce n'est pas si ça va, parce que ça ne me présente pas beaucoup d'intérêt, mais je vais leur demander quel est votre besoin aujourd'hui, ce qui va leur permettre en fait de s'interroger sur leurs envies. Alors le mot envie, je l'aime bien parce que vous pouvez l'écrire en un seul mot, mais aussi en deux mots, envie. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et en fonction de ce besoin, bien, je vais adapter, comme je vous l'ai dit, les différents dispositifs. Alors, en fonction de chaque patient, mais aussi en fonction du groupe et de ce qui s'y joue. Si je sens des tensions, par exemple. Enfin bon, voilà. Donc, une petite prise de température des besoins du jour est très importante. Après chaque dispositif, un temps de verbalisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant ce travail? La fin de la séance est toujours marquée par un dispositif après lequel je sais que je peux quitter le patient sereinement, c'est-à-dire un dispositif qui ne va pas le laisser dans quelque chose d'inconfortable pour lui. Car bah, si tel était le cas, quand la séance est finie, eh bien, le musicothérapeute n'est plus avec le patient et il ne faut pas quitter un patient dans ces cas-là. Voilà. Ce qui me permet de rappeler qu'il n'y a pas de musicothérapie sans musicothérapeute. Ensuite vient un petit temps d'évaluation qui est très simple. Je demande à chaque patient, comment quittez-vous cette séance aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment repartez-vous de cette séance? Il me répond en un mot ou un groupe de mots. Comme je vous l'ai dit, si besoin, je garde un patient pour débriefer, pour dénouer un petit peu plus tard davantage si besoin. Et moi, pendant tout ce temps, en tant que musicothérapeute, mon rôle va être de soutenir le jeu instrumental en jouant avec les patients, d'encourager la verbalisation, d'accompagner les individualités dans le groupe et bien sûr d'être la garante du cadre et de la relation thérapeutique. Une fois que je quitte les patients, temps de transmission orale avec le médecin, l'infirmière et l'aide-soignante qui sont toujours présents sur l'hôpital de jour, ainsi que les autres thérapeutes qui pourraient être là en même temps que moi, ainsi que des transmissions écrites dans le logiciel de l'établissement. Et forte de tout cela, eh bien, je peux préparer la séance suivante. Alors, je vous ai présenté Christine, je vous ai présenté les objectifs thérapeutiques proposés pour Christine, les dispositifs mis en place en regard de tout ceci. Eh bien maintenant, quel résultat à ce jour pour Christine? On va d'abord s'interroger sur la posture. Alors pour ce faire, voilà, je me suis replongée un peu dans mes anciennes transmissions, dans mon historique des transmissions. Concernant la posture, alors en psychiatrie, une grande attention est portée sur le langage non verbal. Au début, Christine était repliée sur elle-même, penchée sur elle-même comme ceci. Aujourd'hui, elle s'ouvre davantage, elle se redresse. Au niveau du regard, le regard au début de la prise en charge était fuyant. Il est aujourd'hui beaucoup plus appuyé. Elle me regarde dans les yeux. Au niveau du choix vestimentaire aussi, alors Christine s'habille toujours de noir, c'est une couleur qu'elle apprécie. Alors au début de la prise en charge, elle était toujours tout en noir. Et maintenant, de temps en temps, je vois arriver des petites touches de couleur, un petit foulard fuchsia. Et quand je dis couleur, c'est vraiment des couleurs bien flashy pour le coup. Au niveau de son positionnement dans la pièce, alors là, il y a encore du travail, mais il y a une vraie prise de confiance en elle-même et aux autres. En fait, Christine a toujours besoin d'être adossée à quelque chose, à savoir qu'il y a un mur derrière, enfin quelque chose, pas le vide en fait. Ça, c'est en lien avec ses troubles anxieux, mais elle parvient à investir aujourd'hui des exercices où je vais par exemple proposer aux patients de se tourner et de faire un cercle, mais dos à dos, pour travailler différentes choses. Aujourd'hui, c'était auparavant, c'était très, très compliqué pour Christine. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'elle apprécie l'exercice, mais en tout cas, elle l'investit, elle le fait. Elle l'accepte, en tout cas, d'avoir le vide derrière elle. Une vraie confiance qui reprend. Au niveau de la voix, Christine n'est pas quelqu'un qui parle fort. Au contraire, le volume est bas. Au début de la prise en charge, volume très bas, ton monocorde, un débit très lent. Et aujourd'hui, je note plus d'assurance, la voix est plus appuyée, plus modulée. Et à travers cette voix, surtout, elle ose donner son avis. Voilà, ça c'est important de le signaler aussi. Concernant le jeu instrumental, au début de la prise en charge, le positionnement de Christine était discret. Christine utilisait des petits instruments peu sonores, comme la senza, une grenouille d'Hiro, un œuf shaker. Elle ne se servait jamais en premier. Et quand elle se servait, dans l'instrumentarium, elle demandait aux autres si ça ne les dérangeait pas si elle le prenait.
Aujourd'hui, Christine utilise des instruments au volume beaucoup plus élevé, comme le djembé, les bongos, des instruments mélodiques donc plus compliqués à aborder, comme le balafon. Alors, dans un premier temps, avec une seule manioche, maintenant avec les deux, depuis peu avec les deux. Et tout ceci montre en fait une réassurance. Christine ose davantage et prend confiance petit à petit. Dans son choix de proposition d'écoute musicale, alors au début c'est très simple, hein, Christine ne proposait rien, surtout pas. Puis maintenant elle se met à proposer des musiques pour le groupe, pour partager avec le groupe. Et j'ai noté qu'elle se mettait même à rechercher chez elle, d'une séance à l'autre, des musiques qu'elle pourrait faire écouter pour le groupe à la séance suivante. Donc ça, en tant que musicothérapeute, c'est très intéressant parce qu'on note ici un investissement des séances hors institution. Elle y pense chez elle et elle se projette d'une séance à l'autre. Et donc, elle va planifier quelque chose. Et dans le cas d'un burn-out, la planification est très intéressante. En termes de créativité, je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais t'amener à proposer un exercice où on va explorer l'environnement, les objets de la pièce pour pouvoir faire des sons. Alors, au tout début, Christine trouvait un pot de yaourt et un stylo. Et aujourd'hui, elle va explorer des objets un peu plus insolites. Alors, dans cette salle, elle m'a trouvé, par exemple, vous savez, les boîtes de chocolat, là, les petits réceptacles à l'intérieur dans lesquels les chocolats sont installés. Alors, il n'y a plus de chocolat, mais mes collègues ergothérapeutes et art-thérapeutes s'en servent pour faire des palettes. Donc, elle m'a pris ce réceptacle en plastique et elle est allée chercher différentes petites brosses pour faire sonner cet objet de différentes manières, donc dans les trous, sur les bosses, le secouer. Enfin, vraiment, elle a s'est complètement approprié l'objet pour proposer de nouvelles sonorités. On voit ici un vrai développement de la créativité. En termes de lien social, cette fois-ci, Christine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est quelqu'un qui a une tendance à l'isolement. Aujourd'hui, je sais qu'elle a échangé son numéro de téléphone avec d'autres participants du groupe. Ils prennent régulièrement de leurs nouvelles, les uns les autres, même s'ils se voient toutes les semaines. Donc là aussi, un investissement hors séance. Je sais qu'elle repart en vacances. Elle sort voir des concerts alors qu'elle a horreur de la foule. Et elle participe à des ateliers musicaux non médicalisés et elle les propose même aux autres participants. Donc un lien social en fait qui est réactivé. Et enfin, concernant l'adaptabilité au changement, alors Christine a besoin vraiment d'un cadre sécure et solide. Pour elle, c'est primordial. Par exemple, si quelqu'un est absent à une séance, eh bien, ça va la perturber. Alors, au tout début de la prise en charge en musicothérapie, ça allait même au-delà. Il y avait énormément de culpabilisation. Christine verbalisait vraiment, si il est absent, c'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose à la séance précédente qui l'a blessé. Aujourd'hui, elle n'aime toujours pas quand quelqu'un est absent, mais la culpabilité a vraiment disparu. Donc, de gros progrès également sur ce point-là. Et on note au passage pour Christine l'importance du groupe et la structuration que le groupe propose dans ce type de prise en charge. Alors, le plus simple pour moi, c'est de citer Christine elle-même. Donc, voici les mots avec lesquels elle concluait les séances dans mes dernières transmissions. Je suis dans le lâcher-prise, je suis présente ici et maintenant. C'est une super séance. Je me sens apaisée, je me sens stabilisée. On va également aller vers quelque chose de plus stable. En conclusion, j'aurais envie de vous dire qu'à travers l'évolution de Christine, je constate que la musicothérapie pouvait participer, dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire, à une amélioration de la symptomatologie du burn-out et en particulier une amélioration de la thymie, de la renarcissisation, un regain de créativité, un travail de lâcher prise, une amélioration de la capacité à planifier et plus généralement à une reprise du processus identitaire que le burn-out avait lentement et profondément touché, ou peut-être même, devrais-je dire, brûlé. Voilà pour cette petite vignette clinique concernant l'usage de la musicothérapie dans la prise en charge d'une patiente souffrant de burn-out, que je pourrais aussi intituler « De l'effondrement vers la reconstruction ». Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Sophie. C'est aussi très intéressant.
Alors, toujours comme Elisa tout à l'heure, on fera les questions tout à l'heure aussi pour l'intervention d'Anne-Sophie. Maintenant, je vais passer la parole à Christophe. Donc, Christophe Musset est musicien et musicothérapeute. Il est d'abord connu au sein du groupe Revolver, puis il est diplômé en musicothérapie et en psychologie. Il intervient depuis 2020 auprès de différents publics en situation de handicap, tout en poursuivant son travail musical. Donc, il va nous parler de la musicothérapie groupale et notion de rétablissement en santé mentale, l'exemple d'une pratique orientée vers les ressources et les forces de l'individu qui permet de développer la confiance en soi, la capacité d'action et d'engagement dans les rôles sociaux valorisés. Bonsoir, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, moi, la notion de rétablissement, c'est une notion qui est intéressante. C'est une notion qui n'intervient pas, qui n'oriente pas exactement l'offre de soins de l'institution dans laquelle j'interviens, mais disons que c'est une notion que je garde assez précieusement en tête et je pense que c'est une notion qui, quand j'écoute Anne-Sophie, j'entends que c'est une notion qui spontanément oriente bon nombre de pratiques en musicothérapie active, notamment auprès de ces publics en psychiatrie. Alors, je vais faire un partage d'écran. J'ai juste deux petites choses à partager. Est-ce que j'y arrive? Là, normalement, vous devez voir. Je pense que ça doit être bon. Alors, un mot d'abord sur un rappel sur le handicap psychique, parce que c'est un handicap qui est reconnu depuis 2005 par la loi. On dit que c'est la conséquence stabilisée de la maladie psychique, donc comme les troubles psychotiques, les schizophrénies, troubles bipolaires et dépressifs, certains troubles graves de la personnalité, etc. La notion de rétablissement, alors ça, moi, c'est vraiment une notion que je trouve intéressante, qui naît dans les années 70 dans les pays anglo-saxons, dans une démarche assez militante, qui trouve un écho un peu plus tardif en France. Et en fait, il ne s'agit pas de considérer la guérison au sens médical du terme, c'est-à-dire on ne va pas s'intéresser à la rémission des symptômes, mais le rétablissement, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus personnel. On va considérer que la guérison, elle concerne le devenir de la maladie, alors que le rétablissement, il concerne le devenir de la personne. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se rétablir, vivre une vie qui est riche et pleine de sens, malgré la persistance de symptômes. Donc comme dans les cas de maladies chroniques somatiques, comme le diabète par exemple. Il s'agit donc plutôt d'une démarche très personnelle. Les anglo-saxons disent de empowerment, c'est-à-dire de réappropriation du pouvoir d'agir. Là aussi, il y a un bel écho avec ce qu'Anne-Sophie a présenté. Donc, il s'agit de pouvoir mettre en sens l'expérience de la maladie, développer sa propre capacité à gérer ses troubles psychiques, retrouver une capacité d'action, reconstruire une identité positive, améliorer sa qualité de vie, s'engager dans des rôles sociaux valorisés, etc., etc. J'ai trouvé, alors quand on parle de musicothérapie active et groupale, moi j'ai trouvé plusieurs études, alors pas françaises, malheureusement il y a quand même très peu d'études qui sont faites en France encore, il faudrait que ça change bientôt, mais qui attestent vraiment de l'utilité de la musicothérapie groupale dans le cadre de ce qu'on appelle les pratiques de soutien au rétablissement. Donc des études qui décrivent la musicothérapie active comme une pratique orientée vers les ressources et les forces de l'individu, qui permet de développer confiance en soi, capacité d'action. Là encore, la vignette clinique d'Anne-Sophie le montre bien. Une étude de 2013 qui montre un lien positif entre la musicothérapie groupale et la qualité de vie. Donc sans lien avec une amélioration symptomatique, parce qu'évidemment, s'il y a une amélioration symptomatique, on se doute qu'il y a une amélioration derrière de la qualité de vie. Et une étude qui montre aussi un lien positif entre la musicothérapie groupale et l'estime de soi chez des adultes en situation de handicap psychique. Et enfin, une étude très récente de 2018 voilà, qui montre que la musicothérapie active permet d'entretenir des émotions positives, un sentiment de bien-être, reconstruire son identité, affirmer sa capacité d'action et sa capacité à entrer en contact avec autrui. Voilà, donc ça, je vais laisser. Ah oui, j'ai pas. Je vous mets la deuxième page, pardon, avec les études. J'ai mis des liens en dessous. Alors, ils sont en petit, mais enfin, peut-être que je pourrais poster le PDF dans le chat pour les avoir parce que c'est intéressant. Je les ai plus les 4 exactement en tête, mais c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir avoir un petit aperçu quand même. Je laisse ça. J'ai que cette page-là, donc je reste sur cette page et je vais maintenant vous parler
de ma pratique. Alors, c'est pas une vignette clinique aussi détaillée que les précédentes. Moi, le lieu d'accueil, c'est un CATTP, c'est-à-dire un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est un lieu de soins public. Il faut être adressé par son ou sa psychiatre pour l'intégrer dans son parcours de soins. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire aussi, une psychiatre, une psychologue, des infirmiers, infirmières, une ergothérapeute, une psychomotricienne, et puis plusieurs intervenants artistiques extérieurs. Donc il y a une comédienne qui vient faire un atelier de lecture, et puis une danseuse qui vient faire un atelier de danse. Donc moi j'ai mon atelier de musicothérapie, c'est une matinée par semaine. Je l'ai appelé, enfin je l'ai pas appelé, j'ai emprunté ce nom parce que je l'ai trouvé très beau. Donc j'ai emprunté le nom de Village Sonore parce que je voulais pas utiliser le mot musicothérapie et je voulais pas non plus qu'il y ait le mot musique parce qu'en fait le mot musique peut être un peu intimidant alors que l'expression village sonore était assez accueillante. Donc j'ai emprunté cette expression à une amie et collègue musicothérapeute. Donc, il s'agit de séances de musicothérapie active en groupe semi-ouvert, donc une matinée par semaine, d'une durée d'à peu près 2 heures, un petit peu plus parfois. Il y a aussi un temps d'une demi-heure d'accueil avant la séance, donc je suis toujours au temps d'accueil aussi. Donc, en gros, j'y suis entre 2h30 et 3 heures sur place, quoi. J'y suis avec 2 co-thérapeutes, un infirmier et l'ergothérapeute. Et en ce moment, on oscille entre 9 et 16 personnes en tout dans le groupe, donc en m'incluant moi, en incluant mes 2 co-thérapeutes. Alors c'est beaucoup, et en même temps, c'est dans ce CATTP, en tout cas, c'est peut-être le seul atelier qui permet d'accueillir autant de personnes sans dénaturer le travail qui s'y fait, quoi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment de ce qu'on y fait, mais ça s'organise souvent en 2 temps. D'abord un temps de retour à soi, de retour au souffle, de retour à la voix, mais alors quand il s'agit de vocalisation, c'est vraiment vocalisation pour soi. Souvent je commence avec vraiment la bouche fermée, on chante pour soi, on ne peut même pas écouter le voisin, on fait vraiment des très bas, juste pour soi, pour sentir vibrer la poitrine, revenir au souffle, accompagné d'instruments qui donnent un petit décor sonore quand même, des kalimbas, des petits carillons, des choses comme ça. Et puis après ce temps de retour à soi, de retour au souffle et à la voix, c'est plus un temps d'improvisation instrumentale, d'improvisation petit à petit aussi de chansons. Et puis en fait, à ce moment-là, c'est pas vraiment moi qui dirige, c'est-à-dire que chacun apporte aussi. Mon idée, c'est de pouvoir m'effacer dans ces moments-là et de pouvoir laisser parler le groupe. Voilà, donc j'ai de nombreux instruments, j'apporte moi pas mal d'instruments, mais j'en ai aussi pas mal à disposition. Donc des tank drums, des djembés, des guitares, il y a un piano numérique, voilà, les bâtons de pluie, tambour océan, enfin pas mal d'instruments. Et donc dans ce cadre du village sonore, moi je voudrais vous parler donc d'une patiente. Alors le mot patiente c'est pas forcément très beau le mot patient. Alors peut-être on peut dire une usagère peut-être de ce service qui a environ 45 ans quand je la rencontre. Elle demande tout de suite, parce que cet atelier s'ouvre et elle entend le mot village sonore, elle demande tout de suite, ça l'intéresse, elle a très envie d'en faire partie. Moi, je ne sais pas grand-chose d'elle. Le contact est plutôt facile. Alors, encore une fois, dans cet accueil de jour, c'est plutôt des personnes, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est plutôt des personnes qui sont stabilisées, qui vivent bon, à domicile. Ça peut être chez un parent, ça peut être en foyer ou en appartement thérapeutique, mais plutôt des personnes assez stables, quoi. Donc Madame M, je ne sais pas grand-chose d'elle, si ce n'est que son entrée dans la maladie, alors il s'agit de schizophrénie, ça a été assez tardive, il me semble autour de 40 ans, donc finalement c'était peut-être 5 ans auparavant, et qu'elle vient donc dans ce CATTP depuis environ 3 ans. Je note qu'elle est d'abord plutôt à l'aise, un peu timide, mais plutôt à l'aise avec la voix, qu'elle prend plaisir à vocaliser, à improviser, et puis elle nous raconte au bout de quelques séances, elle commence à nous raconter un peu ses expériences musicales passées, des expériences vocales. Elle nous apporte une petite guimbarde qu'elle nous joue pendant une séance. Donc on sent qu'il y a quand même un écho qui est intéressant. Et puis au fil des séances, elle s'intéresse à des percussions qui lui donnent un rôle un peu plus moteur, un peu plus structurant au sein du groupe.
djembé, maracas, des choses comme ça. Et puis, alors je passe, hein, je rentre pas dans les détails, mais sur un temps plus long, au bout encore de quelques semaines ou quelques mois même de séance, elle finit par prendre une guitare qu'elle sait pas très bien jouer, mais elle connaît quand même 2 accords, donc elle commence à jouer les 2 accords qu'elle connaît. Elle improvise une mélodie qu'elle invente à ce moment-là sur les 2 accords. Une mélodie qui est quand même qui est assez accrocheuse, que le groupe reprend tout de suite. Donc tout le monde se met à chanter sa mélodie. Et ça devient une sorte d'ébauche de chanson qu'on fait tourner comme ça dans le groupe, qu'on accompagne comme on peut. Et puis, 1 ou 2 séances plus tard, quand elle arrive au Village Sonore, elle a écrit tout un texte sur cette mélodie. Imaginez aussi une seconde mélodie qui pourrait être complémentaire. Et ça finit par se transformer en la première chanson composée dans le cadre du Village Sonore. Donc c'est très, très enthousiasmant pour le groupe entier, pour elle bien sûr, Madame M. Et puis voilà, c'est cette idée qu'on peut venir dans ce groupe et construire une chanson qui tient la route, qui était vraiment avec une mélodie qui était super. Alors bien sûr, là, c'est aussi moi, ma capacité, bien sûr, à accueillir ces idées-là, à les faire s'organiser, parce que ça a été mon métier à un moment d'écrire des chansons, donc c'est aussi ça qui rend ça possible. Mais je fais mon maximum dans le positionnement que j'ai pour essayer d'être un soutien à la création et pas jamais moi un créateur, bien sûr, quoi. Donc je passe encore un certain nombre de séances. Madame M est là à chaque séance, elle prend toujours plaisir à chanter, à jouer. Et dans son positionnement dans le groupe, il y a quelque chose qui change. Elle devient de plus en plus soutenante, de plus en plus accueillante au sein du groupe, et notamment pour les femmes qui rejoignent le Village Sonore. Elle devient vraiment une figure très protectrice et rassurante et vraiment dans le partage, avec un enthousiasme qui est toujours très juste, qui est jamais démesuré, qui me fait pas me poser de questions sur, comme on a pu voir dans la première vignette, qui me fait pas me poser de questions sur, voilà, les risques d'une excitation un peu trop forte. Son enthousiasme est toujours vraiment très juste, quoi. Alors je dois dire que le Village Sonore, à ce moment-là, se met à fonctionner autour d'un noyau dur d'usagers qui sont présents à chaque séance et autour desquels gravitent des usagers qui sont plus ou moins réguliers. Et puis, on développe à ce moment-là aussi l'idée d'avoir de temps en temps des invités, de pouvoir inviter quelqu'un. Ça peut être un soignant, ça peut être un autre usager, juste le temps d'une séance pour faire découvrir ce que c'est que ce groupe. À un moment, j'arrive à faire rentrer un petit piano numérique au Village Sonore, et là, Madame M est très très contente. Elle s'y met avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'application, et j'apprends quelques semaines plus tard qu'elle a un piano chez elle, qu'elle ne jouait plus, qui était dans un placard, un petit piano numérique aussi, et donc qu'elle a recommencé à jouer suite à ça. Donc déjà, elle avait écrit ses paroles en se projetant. Alors la question de la planification, comme disait Anne-Sophie, ça c'est une question qui est vraiment importante, je pense, le fait que la séance puisse durer en dehors de la séance, enfin que, disons, les effets bénéfiques de la séance perdurent après la séance. Je pense que c'est quelque chose de très important. Donc quand je comprends qu'en fait, elle travaille chez elle les trucs de piano qu'elle développe au Village Sonore, pour moi, c'est un signe qui est vraiment très positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle me dit, qu'elle a travaillé pour arriver à jouer sa main gauche au piano tout en jouant une petite mélodie et tout en essayant de chanter la mélodie. Donc ça, je vois, elle me dit qu'elle travaille un peu, mais je vois bien que quand même, elle travaille beaucoup, en fait. Et alors, je passe encore le temps, et après c'était plus un an et 2 mois de séance. Madame M nous parle un matin, en début de séance, d'une subvention de la SACEM dont elle a entendu parler, qui pourrait nous intéresser. Et après discussion avec le groupe, en fait, j'entends son souhait qui est de pouvoir jouer devant un public les musiques qui sont co-créées au Village Sonore. Donc on décide avec le groupe et puis avec les soignants du groupe, on décide d'une date de représentation, donc dans le cadre du CATTP, qu'on fixe pour quelques mois plus tard, et on décide d'y inviter l'ensemble du CATTP, les usagers et les soignants, mais aussi des soignants et usagers du CMP, du pôle, parce que c'est le pôle dans lequel il y a une unité d'hospitalisation, un CMP et un CATTP. Et aussi donc des soignants et patients pour le coup de l'unité d'hospitalisation. Donc lors des séances qui du coup se transforment en répétition, parce que d'un coup on
on va faire un concert. Alors pour moi, ça n'a jamais été un objectif, évidemment, parce que je ne considère pas qu'on fait de l'animation musicale, donc je n'avais pas l'idée, moi, de faire un concert, mais comme c'était un objectif qui a été proposé voilà, par le groupe, je me suis dit que c'était une très bonne idée de voir. Alors, il faut recueillir l'accord de tout le monde, évidemment, que tout le monde soit d'accord, et il y a un petit travail dans la dynamique de groupe et pour se mettre d'accord. Mais donc, les séances se transforment finalement en répétition. Alors là, vraiment, on rentre dans un rôle de musicien qui est assez étonnant pour pas mal de personnes qui ne sont pas du tout musiciens, musiciennes au départ, et qui découvrent ce que c'est que de répéter la même chose, de travailler, de rester très concentré. Et donc Madame M est toujours aussi motrice et son contact avec le groupe est toujours aussi bienveillant, soutenant et enthousiaste. Et donc c'est vraiment dans les répétitions, juste avant la représentation, son rôle était très clair et très important. Et donc lors de la représentation, elle convie, en plus des invités qu'il y a, elle convie des membres de sa famille à venir la voir jouer avec le village sonore. Elle y chante à plusieurs reprises en voix lead certaines chansons. Elle chante aussi des chœurs sur quasiment toutes les autres chansons. Elle joue des percussions, elle joue du piano. Et c'est un moment qui est important pour elle. Et en même temps qui ne marque pas une fin, parce qu'une fois la représentation passée, elle revient avec de nouvelles idées, de nouvelles envies au village sonore dès la semaine suivante, quoi. Et alors là, je passe encore le temps. Là, on est après quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans de séance, je pense. Non, quasiment 2 ans, hein. Je parle à l'équipe du CATTP de mon souhait d'ouvrir un créneau pour la musique au sein du CATTP, mais en dehors du village sonore. Donc, c'est-à-dire un créneau de musique, mais sans moi. Parce qu'il me semblait important que des usagers puissent venir jouer librement, qu'ils puissent avoir des instruments, puisqu'il y en a au CATTP, à disposition, et puis une salle aussi. Et j'avais senti à plusieurs reprises que certains usagers avaient envie de se retrouver pour jouer de la musique, mais en fait, c'est parfois assez difficile de trouver un lieu, d'autant plus quand certaines personnes vivent chez des parents ou dans des foyers ou des appartements qui parfois peuvent être relativement insalubres. Donc la question de se retrouver quelque part était en fait plus compliquée que ce que j'imaginais au départ. Et donc ça a été mis en place l'été dernier d'ouvrir un créneau dans la semaine, 2 ou 3 heures, une après-midi dans la semaine. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. C'était un test pendant l'été et ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc c'est un temps et un espace dédié à la musique libre, sans soignance, sans cadre en fait. Et donc Madame M, sans surprise, enfin je m'y attendais un peu bien sûr, est devenue un élément vraiment moteur de ce nouveau groupe de musique au CATTP. Et elle me parle régulièrement de ce qui s'y passe, de ce qu'elle y fait. Et moi, pour l'instant, je n'y suis jamais allé dans ce nouvel espace, quoi. Voilà, donc ça, c'est ma vignette clinique un peu rapide, hein, sans entrer dans tous les détails, mais ce que je voulais dire, alors pour revenir là aux études que je montrais, qui doivent encore apparaître à l'écran, c'est qu'en fait, en observation, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez net. La musicothérapie groupale, on voit bien, alors pour revenir à l'étude de 2011, voilà, qu'elle s'oriente vers les ressources et les forces de la personne. Alors ici, il y a les capacités musicales, bien sûr, et poétiques de Madame M dans son écriture de paroles. Et puis ses capacités sociales aussi, à accueillir et soutenir les autres. Donc ça, c'est vraiment ses ressources à elle. Donc la musicothérapie groupale lui a permis de se reconnecter à ces ressources-là. Et on voit aussi que la musicothérapie groupale s'oriente vers la capacité d'agir. Alors évidemment, hein, comme Anne-Sophie disait, quand on commence à pratiquer un instrument ou à chanter, donc Madame M chante et joue au village sonore, mais aussi progressivement chez elle, ce qu'elle ne faisait plus du tout. Et ensuite, elle investit fortement un nouvel espace musical, donc, dont je parlais, ouvert au CATTP. La capacité d'agir est à la fois celle de Madame M pour elle-même, mais aussi ses capacités à agir sur le groupe social et sur l'espace sonore, donc en proposant des idées, des mots, et puis des attitudes aussi, des attitudes physiques, l'entrain, l'enthousiasme. Voilà, on observe aussi que la musicothérapie groupale permet de rentrer en contact avec autrui. Alors ça, je l'ai quand même déjà bien dit, elle est devenue un élément très motivateur et soutenant dans le groupe.
et sa présence, sa qualité de présence en 2 ans de séance a vraiment beaucoup, s'est vraiment transformée. Donc je soupçonne que, pour revenir encore à une autre étude sur la qualité de vie, voilà, je soupçonne évidemment qu'il y a une amélioration en termes de qualité de vie, mais ça je peux pas le vérifier, enfin pas scientifiquement, quoi. Il me paraît aussi certain qu'en termes d'estime de soi, elle a franchi un cap en se réinvestissant plutôt dans la pratique instrumentale et vocale, en devenant un élément moteur et même directeur, organisateur des groupes du Village Sonore et puis du groupe Libre. Et puis surtout beaucoup pendant la représentation devant un public. Pour elle, c'était très important que les membres de sa famille soient là et l'observent. Et puis elle est devenue, aux yeux des soignants comme des autres, comme des usagers, elle devient vraiment une musicienne, une chanteuse. Elle est félicitée pour sa voix, pour son travail, pour ses idées, pour ses mots. Et ça m'amène aussi à la reconstruction donc de l'identité, parce qu'elle, si elle avait commencé à partager des éléments un peu autobiographiques en début de parcours, mais ensuite le fait, voilà, de renouer avec une pratique, de renouer avec une part d'elle-même, de faire venir sa famille dans ce lieu de soins. Voilà, c'est autant d'éléments avec lesquels elle a pu voilà, renouer, des éléments constitutifs de son identité, avec lesquels elle a pu renouer au cours des séances, quoi. Donc voilà, moi il me semble que la musicothérapie, ça peut évidemment agir à plusieurs niveaux, mais qu'auprès de personnes qui sont dans ces situations de handicap psychique, je pense que la musicothérapie est un très bon outil motivationnel qui permet de mobiliser des ressources qui sont déjà existantes chez la personne. Et j'insiste là-dessus, je ne pense pas, moi, avoir apporté de nouvelles ressources à Madame M. Simplement, je pense que dans le cadre du village sonore, on a pu réactiver des ressources qui avaient été oubliées, qui avaient été mises de côté, qui avaient été effacées par l'entrée dans la maladie, qui marque toujours une profonde rupture cognitive, identitaire, sociale, etc. Voilà, donc voilà pour cette petite vignette clinique un peu moins détaillée que mes collègues, mais enfin, pour faire à peu près le... C'était parfait, c'était très bien détaillé. Non, non. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, pour les questions, mais on va, enfin voilà, ceux qui veulent rester et poser leurs questions, on va bien sûr prendre les questions. Dans la conversation, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y avait Chris qui demandait pour Elisa, de quoi Oui, j'ai vu. souffraient les autres membres du groupe? Voilà. Alors, dans ce groupe, c'était que des patients schizophrènes. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou ça peut être aussi juste des remarques ou voilà, du partage de Et ressenti par après, rapport à... je ne sais pas s'il y avait une question derrière cette question, mais c'était un groupe que de personnes schizophrènes un peu du même profil, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont tous des capacités cognitives et relationnelles assez élevées. Mhm. Donc, moi, je préfère quand même travailler avec une certaine homogénéité, Ok, malgré la présence de troubles très, très différents dans cette même maladie. très bien. Merci. Il y a Maria qui a la main levée et Séverine et Aziz. Peut-être Maria, c'était une erreur parce que c'est depuis le début que la main est levée. Donc, Maria, si vous voulez dire quelque chose, je ne sais pas. Non. Alors, c'est Séverine, ensuite, en deuxième, qui avait levé la Oui. main. Oui. Moi, j'avais juste une question sur la dernière intervention, sur la manière dont les autres usagers, du coup, qui étaient présents sur le groupe, ont vécu les choses et de ce que j'ai compris, cette patiente a quand même pris beaucoup de place. Et comment les patients ont pu bénéficier eux aussi de l'espace qui était proposé dans le village sonore, en fait. J'avais envie de ce retour. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, pas tant que ça. Et c'est ça qui, en fait, j'insiste. J'ai essayé de le dire, mais je pense que je l'ai peut-être pas dit assez précisément. Mais quand je veux dire qu'elle était soutenante pour les autres et qu'elle avait un enthousiasme juste, c'est-à-dire que
précisément, elle arrivait à ne pas prendre toute la place dans le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très précieux parce que en fait, c'est devenu tout simplement pour moi quelqu'un sur qui je m'appuyais et je m'appuie encore beaucoup dans le groupe parce que je sais qu'elle peut donner beaucoup d'énergie, mais tout en étant toujours dans l'encouragement assez juste avec les autres. Donc enfin, en tout cas, j'ai pas eu ce problème avec elle. J'ai eu ce problème avec d'autres profils qui ont tendance à prendre un peu toute la place quand on leur donne. Alors là, c'est encore une autre chose à gérer. Mais pour elle, c'était pas du tout le cas, justement. Et ça fait que c'est devenu vraiment un élément très, très important et vraiment un pilier de ce groupe-là, quoi. Merci pour ce retour. Mhm. Merci à vous pour votre question. Aziz. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir. je précise seulement, mon prénom c'est Mitra, c'est inversé. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de quoi. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour vos interventions. En soi, j'ai une question pour chacun d'entre vous, mais j'ai essayé de synthétiser. Pour Elisa, déjà, alors moi, je voulais savoir si vous aviez pu faire un retour à l'équipe des réflexions que vous avez pu étayer avec la supervision, etc. Et pour justement, effectivement, ramener à la discussion, au dialogue par rapport aux décisions qui ont été prises. Et est-ce que ça pourrait changer quelque chose, ça a pu ou ça pourrait changer quelque chose dans la façon dont certaines décisions peuvent être prises? Alors oui, donc moi j'ai essayé de mettre du dialogue dès que c'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai appelé directement. Donc là, j'ai pas voulu trop m'étendre sur cette question-là, mais j'ai écrit un cas clinique sur sur cette vignette clinique-là, qui a été publiée à la SFM, enfin, qui est toujours du coup publiée si jamais ça intéresse des gens, où là, je raconte beaucoup plus mon expérience personnelle et les problématiques, notamment une problématique dont j'ai pas parlé là, qui est la propagation de la paranoïa. Et donc, assez vite, oui, pour revenir à la question, j'ai contacté la psychologue de l'hospitalisation pour, voilà, pour comprendre et pour dire un petit peu aussi ce qui se passait en séance. Et en fait, c'est tout de suite, elle a eu une position défensive. Du coup, j'ai essayé d'en parler avec la psychiatre de mon service, donc celle que je connais, qui me connaît, tout ça. Et donc, j'ai été participer à une réunion inter-équipe, donc avec des membres de l'hôpital de jour et de l'équipe du service d'hospitalisation. Et sauf que, malheureusement, j'ai trouvé que les conditions, enfin, c'était trop tard en fait. C'est venu trop tard et du coup, il y avait déjà eu quelque part un passage à l'acte de la part de l'équipe de terminer cette prise en charge sans en discuter. Et donc, en fait, ça a même un peu, moi, j'ai perçu du malaise, en fait. Moi, j'ai essayé d'apporter les choses sans trop remettre en question leur fonctionnement, enfin, le fonctionnement qu'il y avait eu là. Mais très clairement, il y avait vraiment du malaise et donc, il n'y a pas eu, en fait, il n'y avait pas les conditions d'une confrontation clinique. Moi, j'ai exposé une partie des choses là dont j'avais déjà conscience à ce moment-là. Mais il n'y a pas eu de retour par rapport à ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu. Et à la fin de la réunion, en fait, il y a eu une décision qui a été prise pour ce patient et qui n'a jamais été effectuée par la suite. Et le patient est toujours hospitalisé à ce jour. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut du dialogue et je pense que probablement que j'accepterais pas de reprendre un. Bon, là, on m'avait pas posé la question de toute façon, mais j'accepterais pas, peut-être pas, de reprendre un patient qui n'est pas à l'hôpital de jour parce que ça veut dire que s'il vient d'une équipe qui ne me connaît pas, qui connaît peut-être pas la musicothérapie, avec laquelle je vais pas avoir des temps d'échange. Donc voilà, ça montre aussi l'importance du cadre, pas que en séance, mais aussi de nos conditions, des conditions dans lesquelles on exerce, quoi. Tout à fait.
Merci Merci Elisa. De rien. Et ma question pour Anne-Sophie, j'essaie de faire court. Je ne sais pas si vous aviez précisé quel est le cadre institutionnel dans lequel vous avez accompagné. C'était Christine, il me semble, le Christine. prénom. Oui, Je suis en hôpital de jour psychiatrique, donc qui dépend d'une clinique privée, clinique psychiatrique générale adulte privée. Voilà, donc sur cette clinique, j'interviens à différents niveaux. Un groupe en clinique pour les patients qui sont hospitalisés en hospitalisation complète, donc qui est un groupe semi-ouvert, et 2 groupes sur l'hôpital de jour. Voilà, donc là, on est sur l'hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, ce sont des patients qui ne sont pas en hospitalisation complète, c'est-à-dire qui viennent à l'hôpital pour des soins ou des ateliers thérapeutiques. Voilà, merci. je vous en prie. Et dernière question, puis je passe la parole. Donc pour Christophe, et puis encore merci à tous les 3. Et pour Christophe, pour Madame M, quels sont les troubles dont elle souffrait et souffre encore aujourd'hui, peut-être, et quels ont été les objectifs principaux qui ont été fixés pour elle, vraiment indépendamment du groupe et des objectifs de groupe? Merci. Alors au moment où je la rencontre, c'est le moment où en fait ça fait à peu près 1 an qu'elle est très stabilisée. Donc moi je la connaissais pas, je l'ai pas rencontrée au moment de son hospitalisation ni rien. Donc quand je l'ai rencontrée, elle était déjà à domicile, pas hospitalisée, plutôt dans un bon contact social. Un peu repliée sur elle-même et enfin légèrement, c'était pas non plus, mais disons plutôt un bon contact. Donc il n'y avait pas de symptômes qui étaient envahissants. Je connais pas les détails, à vrai dire. Je sais que c'est un diagnostic de schizophrénie paranoïde aussi, il me semble, mais c'est un diagnostic qui est vraiment beaucoup, beaucoup posé, donc qui recoupe beaucoup de choses qui peuvent être très différentes. Donc en général, quand je vois, quand je vois que c'est ce diagnostic-là qui est posé, ça m'apprend pas grand-chose finalement, parce que pour moi, c'est parfois des profils très très différents sur lesquels on met cette étiquette-là, et puis au final, le contact avec les personnes, je vois pas vraiment de rapport, alors qu'ils sont censés avoir un peu le même diagnostic. Donc je suis un petit peu méfiant. Et alors, j'ai eu aussi au début du village sonore, enfin encore aujourd'hui à vrai dire, j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup en fait sur les personnes qui arrivent dans le groupe. Alors ça semble un peu, c'est peut-être pas très sérieux et pas très professionnel de dire ça, mais en fait, je trouve que c'est intéressant de les découvrir en dehors de toute question diagnostique, et de toute question, voilà, quel a été le parcours. Je trouve que c'est intéressant pour moi, mais parce que ça facilite mon contact finalement, de pas penser à toutes ces choses-là, de pas aller voir systématiquement la fiche du patient, mais plutôt de voir comment ça se passe, de se rencontrer de façon sonore ou vocale, de façon musicale. Et puis après ça, éventuellement, en fonction de ce qui est ressenti, je peux aller poser des questions à l'équipe et en savoir un petit peu plus. Mais dans le cas de Madame M, c'était même pas le cas, parce que dès la première séance, pour moi, le contact était facile et il y avait quelque chose qui se passait bien. Donc j'ai jamais senti le besoin d'en savoir plus en fait. Et c'était un peu le sens là de ce que je voulais dire, c'est que précisément dans cette notion un peu que j'essaie de mettre en avant, mais enfin je suis pas du tout un spécialiste, hein, mais de rétablissement, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être sortir du côté médical pour essayer avant tout de rencontrer la personne. Voilà. Mais après, je ne parle que de moi et d'une pratique très précise qui est la mienne. Je ne veux pas en faire une vérité générale, quoi. Merci pour votre regard. Mhm. Merci à vous, Mitra. Il y avait une question de Anne-Laure qui dit nous n'avons pas vraiment abordé la proposition de la musicothérapie réceptive dans le domaine de la santé mentale, ni de la détente psychomusicale. La musicothérapie active semble dominante dans vos pratiques. Point d'interrogation. Oui, c'est vrai, c'est le cas.
Tout à fait. Enfin, en tout cas, dans ma pratique, moi, je ne fais que ça. Donc, je ne pourrais pas en parler. Après, Anne-Sophie mentionnait quand même le fait d'écouter, faire écouter, mais je crois qu'Anne-Sophie n'est plus là. Euh, donc, Oui, je vais pas parler en son nom, mais en tout cas, oui, pour ma part, oui, je pratique que la musicothérapie active. Voilà. Je pense que réceptive, c'est un très bon outil aussi, hein, mais c'est pas le mien. Moi, dans ma pratique, j'utilise aussi davantage l'actif, mais j'utilise quand même du réceptif à chaque séance. On commence pratiquement toutes les séances par un temps d'écoute musicale, donc soit juste en écoutant, ou soit avec un réveil corporel sur la musique. Après, pour ce qui est de la relaxation psychomusicale allongée à écouter soit une bande en U ou des choses comme ça, je le fais avec beaucoup plus de parcimonie avec les patients psychotiques. Parce qu'en fait, pratiquement la majorité des retours un peu difficiles de vécu que j'ai eu en séance, c'était sur ce genre de choses. Après, il y a aussi eu des expériences très agréables pour les patients, donc c'est pas, moi je le bannis pas, mais par contre, je fais pas avec des nouveaux patients ou si le cadre, euh, enfin, s'il y a des nouveaux patients dans le groupe ou si une personne traverse une période difficile. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à la détente psychomusicale, en fait, moi, je trouve que, enfin, je constate que c'est beaucoup par l'expression musicale que les patients sont détendus après. Donc, je vise quand même la relaxation, mais par l'actif, en fait. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. oui, puis dans nos formations, on nous apprend quand même que dans le domaine de la psychiatrie, c'est la musicothérapie active qui est primée quand même, hein. Ouais. Ok, on va peut-être pas trop rallonger, mais s'il y a une dernière question, on peut. Merci à vous, Anne-Laure. S'il y a une dernière question, on peut terminer sur une dernière question. Non, c'est tout bon. Tout le monde a l'air content. Il y a beaucoup de retours positifs dans le chat. Donc, merci beaucoup à nos 3 intervenants. Donc, merci beaucoup Elisa, Anne-Sophie et Christophe pour ces interventions et ces témoignages d'une grande qualité. Merci à tous les participants d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà. Et merci à toi, Delphine. Ouais, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous.